Et pour lui, je l'ai lu explicitement dire qu'après le XVIIIe siècle, il n'y a plus d'art. Alors s'il me dit qu'il n'y a plus de psychanalyse non plus, est-ce que c'est le même? Je fais un glissement là, mais c'est très frappant de voir comment les discours, effectivement, peuvent prendre de autorité sur un terrain ou sur un autre. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu les positions de Changeux, mais c'est absolument... Enfin, on est très au-delà, par exemple, des débats sur l'art contemporain. C'est vraiment une vision qui a un déni historique absolument extraordinaire. Il n'y a plus d'art à partir du courant du XVIIIe. Oui, d'ailleurs, ce qui d'un point de vue simplement des esthéticiens, bon, est condamnable ou pas, mais c'est intéressant parce que du coup, c'est un jugement esthétique porté sur les œuvres d'art. Donc ça veut dire que ça ramène finalement à des débats qui intéressent le critique d'art ou l'esthéticien. Alors par ailleurs, il n'est pas le seul, hein, c'est assez inquiétant. Il y a beaucoup de... Wilson, par exemple, Emmanuel Wilson, qui est un prix Nobel d'ailleurs, est un naturaliste, il a fait un livre qui s'appelle je ne retrouve plus le titre, là c'est de la biologie à l'homme, je ne sais plus très bien, une même pensée, c'est-à-dire que pour lui, tout ça c'est la nature, c'est-à-dire y compris l'être humain, et que donc les sensations, les émotions, les affects, tout ça est explicable en termes de neurosciences. Ça c'est un débat aussi, par exemple, que réfute la psychanalyse, la phénoménologie et la psychanalyse d'ailleurs, c'est-à-dire que pour eux, on ne peut pas expliquer en termes biologiques, strictement biologiques, un affect, et a fortiori un affect par rapport à une œuvre d'art. Mais beaucoup de neurologues sont persuadés qu'un jour ou l'autre, c'est une question purement de temps, qu'un jour ou l'autre, on pourra expliquer tous nos affects, toutes nos émotions, ou toutes nos pensées à partir de la chimie du cerveau. Et c'est là où la psychanalyse, moi je ne suis pas un fan non plus, un destructeur total, où la phénoménologie explique qu'on ne peut pas, c'est souvent le terme utilisé par les philosophes, on ne peut pas naturaliser la pensée humaine. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, même si le cerveau est fait d'éléments chimiques, synapses, etc., on ne peut pas rendre le cerveau comme un objet naturel, ce n'est pas la nature au sens propre, et donc on ne peut pas mettre sur le même plan tout cela. Et donc il faut reconnaître, c'est là où la dimension de la recherche autour du sujet moderne, qu'est-ce que le sujet du XXe siècle, est-ce que l'être humain au XXe siècle, une fois que tout ça a été découvert, faut-il oui ou non en effet le considérer comme un objet de la nature parmi d'autres? C'est pour ça que Changeux dit, mais la biologie, les passions humaines, quand on est fâché en colère, quand on aime quelqu'un, c'est la même qui opère. De l'empirisme spontanéiste et intuitif qui régnait jusqu'alors dans la perception des significations. Alors, il y a quand même là une question sérieuse dans ce que pointe Dame Hainaut. Toute tentative sémiotique, je crois toute tentative d'une certaine manière de ces ambitions théoriques-là, de manière très différente, s'inscrit aussi précisément dans un débat tel que la modernité sur laquelle on pointait venait réactive, peut-être un peu malgré nous, peut-être comme le fait que ces tentatives théoriques-là n'ont pas suffi d'une certaine façon à éviter effectivement l'empirisme spontanéiste et intuitif qui régnait jusqu'alors dans la perception des significations, et j'ajouterais derrière Hainaut qui n'a pas fini de régner visiblement. Alors cette histoire-là, on est sur la question de la subjectivité, et autant toutes ces tentatives-là sont des tentatives méthodiques, effectivement, de désubjectiver le jugement, d'essayer de trouver en tout cas, non pas forcément comme, je trouve même que tu vas un peu vite à le dire, non pas pour interdire l'hypothèse du jugement, mais pour en tout cas accorder que ce n'est pas dans le corpus théorique qu'elle construise, elle. Elle le laisse, disons, au mieux, peut-être que je fais un peu beaucoup crédit là, de côté, sans le brûler forcément. Ce qui reste quand même une question, c'est effectivement le retour derrière ça de ce qui a causé peut-être la radicalité de ces positionnements-là, qui est cette difficulté devant le jugement. Et on va revenir à la fois aux questions d'esthétique et aux questions de la critique dans tout ça. Puisque est-ce que quand même, ce qui n'est pas remarquable, ce qu'on a beau jeu de critiquer avec un bagage intellectuel comme le tien, par exemple, c'est effectivement cette capacité de distance et de capacité de construire le jugement comme effectivement quelque chose qui se construit et pas quelque chose qui relève de la spontanéité et de l'intuition. Bon, il y a deux volets. Donc il y a en effet l'idée de tous ces champs qu'on vient de nommer. Et il y avait quand même une volonté de clarifier tout ça. Donc, s'agissant de l'art, évidemment, mis à part le fait qu'il fallait clarifier pour Freud ce qu'était l'inconscient, par exemple. Donc, ils se sont dit, ces auteurs divers qui se sont suicidés dans le temps, que quand il y avait des approches artistiques, ce n'était pas très clair, c'était assez intuitif, on écrivait des textes, mais bon, rien n'était vraiment démontré, et qu'il y avait une sorte d'approche un peu amateur, donc pour aller très vite, mais ils disent souvent pas scientifique. C'est-à-dire tout ça,
c'est pas bien clair. Quand on se sert des signes, il faut être très sérieux sur ce que c'est qu'un signe, etc. L'inconscient, c'est quelque chose de très précis aussi. Donc il fallait, en quelque sorte, déterminer ces éléments-là et comment il fallait clarifier ce que disent les gens sur les œuvres d'art. Donc il fallait amener en quelque sorte à la clarté, à une certaine rigueur. Les sémioticiens le répètent souvent. Il fallait, dit-elle, oui, elle visait à repérer, nommer, dénombrer, hiérarchiser d'une façon systématique et objective les unités de signification et leurs organisations en ensemble de toutes dimensions. Oui, c'est-à-dire qu'il fallait... c'est tout simple, hein. On dit, voilà, un tableau, il fait 2 signes. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire le signe. Est-ce que la couleur, par exemple, est un signe? Si c'est un signe, bon, il y a les couleurs comme signe. Ensuite, est-ce que telle ligne est un signe, etc. Donc, est-ce que les traits sont les mêmes signes que ceux des couleurs, puisque, bon, etc. Donc, il fallait, en fait, en quelque sorte, cartographier tout ça, le rendre plus clair. Et à partir de là, en quelque sorte, expliquer, bon, par exemple, pour le cas de la sémiotique et du jugement, il y a l'idée, bon, eux ils écartent le jugement pour des raisons, le jugement de l'œuvre d'art, hein, parce qu'ils estiment que c'est une idéologie et que donc c'est fluctuant, que selon les époques les goûts changent, qu'il y a des modes, bon, ce qui est vrai aussi, et que donc s'il y a des modes et que ça change tous les 10 ans ou tous les 5 ans ou tous les ans, on ne peut pas faire une science de ça, c'est pas possible. Donc il faut trouver une autre façon d'approcher, et donc la façon d'approcher cela, ce n'est pas les récepteurs qui changent tout le temps de goût, parce que c'est ça dont elle parle, donc l'empirisme, le côté quotidien au jour le jour, mais qu'il faut partir de la fonction des œuvres et voir si ces œuvres ne fonctionnent pas de façon en quelque sorte systématique et qu'il y a une structure profonde qui ne change pas, quelle que soit l'évolution des goûts des gens. Et alors le problème, c'est qu'évidemment les fonctions des œuvres changent en fonction des goûts. Enfin, mais ça, le nient les sémioticiens. Donc il y avait ce volet-là qui consistait à rendre plus clair tout ça, et donc grosso modo l'histoire de l'art et la critique. Hein, parfois ce n'est pas dit, mais d'une certaine manière, des gens comme Schaeffer, à la belle époque de la sémiotique, estimaient que tous ces discours d'historiens de l'art étaient vaseux, c'était flou, on ne savait pas trop de quoi ils parlaient, tout ça c'est un peu vague, et donc il faut trouver il faut formaliser en fait. Il faut formaliser l'œuvre, il faut formaliser le discours qu'on tient sur elle, et formaliser les rapports que l'on a à une œuvre. C'est-à-dire que si on éprouve quelque chose face à une œuvre, si on a tel sentiment, ça veut dire quoi? Avoir un sentiment. Et si on a un sentiment de plaisir, qu'est-ce que ça veut dire avoir un sentiment de plaisir? Qu'est-ce que le plaisir et comment ça se détermine? Donc finalement on peut faire de la chirurgie très fine, c'est ce qu'ils ont fait.